Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce réupload de l'Exocode numéro 67, exercice qui a pour but de vous introduire à une notion dont vous avez peut-être entendu parler en deuxième année de classe préparatoire sans pour autant l'avoir développé davantage. Je veux parler de la notion d'anneau euclidien. Et plus précisément, aujourd'hui, on va chercher à démontrer que l'anneau des nombres complexes qui s'écrivent A plus IB avec A et B des entiers relatifs est un anneau euclidien avec pour STASM l'application qui a Z associe le module de Z au carré. Alors pourquoi un réupload de cet exercice? Tout simplement, c'est dû au fait que dans la vidéo originale, il y avait énormément de bugs, beaucoup de choses qui entravaient à la compréhension. En plein milieu d'une explication, il y avait des moments où la vidéo, elle faisait des pauses, des longs cuts, j'ai envie de dire même, ça entrave complètement tout ce que je voulais expliquer à travers cet exercice, à la fois tout ce qui est autour de la notion d'anneau euclidien, mais aussi par rapport à la résolution. Et je trouvais ça très dommageable. Et je me sentais vraiment obligé de vous proposer une remise au propre de cette vidéo. Et c'est donc pour ça que ce réupload a aussi lieu d'être. Il y a une autre raison aussi qui me motive, c'est parce que je vais vous proposer d'ici très peu de temps de nouveaux exercices autour des anneaux euclidiens. Et je me dis pourquoi pas aussi amener ce réupload tout en mettant à jour un petit peu les notions d'anneaux euclidiens qu'il faut peut-être au moins avoir vu une fois pour ne pas être surpris si un jour en concours, donc je pense notamment au concours central ou ENS, vous tombez sur ce genre de sujet ou en tout cas sur ce genre de notion à manipuler. Et donc le fait de l'avoir vu au moins une fois, ça aide énormément. Et j'aimerais vous amener petit à petit aussi à un exemple d'un anneau qui ne serait pas euclidien. Ça serait quand même un autre but assez intéressant. Bref, voilà, j'avais un petit message quand même à donner par rapport au fait qu'il peut y avoir des vidéos dans lesquelles il y a des bugs techniques. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire si au travers de la chaîne, à travers différentes vidéos, vous tombez sur des vidéos qui contiennent des bugs techniques. N'hésitez pas à les laisser en commentaire le fait que vous ayez vu ces bugs techniques, des moments où par exemple vous avez un cut, comme là je l'explique, là, un moment de pause en plein milieu de la vidéo qui n'a pas lieu d'être, ou alors si vous avez l'impression que le son n'est pas très bon, d'ailleurs c'est arrivé assez récemment là que quelqu'un dise directement que le son n'était pas très bon, voire même que le son était immonde, bon bref, faut quand même trouver la bonne forme pour me dire les choses quand même, pas me sortir en une phrase que le son était très mauvais, parce que là j'utilise des nouveaux micros depuis peu, et j'ai peut-être encore un peu de mal à bien les manipuler. Alors j'ose espérer que cette fois-ci le réglage est meilleur et que le son soit de meilleure qualité. Donc vraiment n'hésitez pas à laisser en commentaire n'importe quel bug, que ce soit un bug mathématique ou un bug technique. Je me ferai une joie de vous proposer un réupload des exercices incriminés, si je puis dire. Ces réuploads, voilà, ça permettra de mettre au propre, que ce soit sur la forme, soit sur le fond, l'exercice que je aimerais vous proposer ou la partie mathématique que j'aimerais vous raconter. Bref, parenthèse close, on va se relancer donc dans le contenu mathématique de cet exercice et il me faut donc vous introduire ce qu'est la notion d'anneau euclidien. Et peut-être que vous avez entendu la phrase suivante, qu'un anneau euclidien, c'est globalement, pour la faire courte, un anneau dans lequel vous avez le droit de faire de la division euclidienne. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par faire de la division euclidienne? Et c'est là la définition que je vais vous amener. Hop. Alors, je vais considérer un anneau ici, général, donc arbitraire, on dit aussi. Et là, je vais quand même donner quelques hypothèses. Je vais demander à ce que cet anneau soit intègre. Donc, je rappelle que intègre, ça veut dire que si vous avez un produit de deux éléments dans votre anneau et que ce produit vaut 0, alors ça veut dire que l'un des deux facteurs doit valoir 0. C'est ça que ça veut dire avoir un anneau intègre. L'ensemble des matrices, par exemple, est un anneau qui n'est pas intègre, tandis que l'ensemble des entiers relatifs, ça c'est bien un anneau intègre. Bref, donc vous avez un anneau intègre et ici je vais demander à ce que cet anneau soit commutatif. Il y a des définitions plus généraux qui peuvent se faire dans un cadre non commutatif. Mais ici, je vais vraiment m'imposer la commutativité parce que je pense que c'est le minimum syndical pour pouvoir travailler des anneaux de manière assez correcte. Et de toute façon, par exemple, en L3, c'est l'hypothèse qui vient le plus souvent quand on travaille avec des anneaux. Donc, ça ne fait pas de mal de poser cette hypothèse. Dans ce cadre-là, je n'ai pas envie de vous amener trop de généralité ou trop de technicité. Alors, on va dire qu'un anneau A est euclidien si et seulement si il existe une application nue qui va de A privé de 0 vers les entiers naturels, tels que, bien là on a plusieurs hypothèses,
enfin on en a vraiment une importante, c'est surtout le fait que pour n'importe quelle paire A, B dans l'anneau, tel que B est non nul, je vais mettre ça en étoile. Euh, il existe une paire QR d'éléments également de l'anneau, telle que vous avez deux choses. La première, vous avez justement la formule de divisibilité euclidienne, BQ plus R, et vous avez aussi soit R qui est égal à 0, ou alors vous avez que nu de R est plus petit strict à nu de B. Alors, il existe différentes manières d'introduire la définition d'anneau euclidien. Il peut y avoir des cas de figure justement où le stasme, on peut amener l'image de 0, par exemple. Là, c'est un peu le cas pour l'exemple du stasme que je vais vous proposer ici. On a l'image de 0 qui est en plus incluse. Généralement, l'image de 0 est probablement envoyé vers moins infini. Ici, bon, il y a quand même une distinction sur juste 0 et sur tous les autres nombres. Donc, c'est tout ce qui importe en fait par rapport au stasme, c'est de s'assurer qu'il y a bien une distinction de la valeur de 0 par rapport à la valeur de tous les autres éléments de l'anneau, qui doit être strictement plus petit. Ça, c'est le point important, je pense. Mais bref, voilà, il y a des subtilités sur la question du 0. Soit on l'envoie vers moins infini, soit on l'envoie vers moins 1, soit on fait juste en sorte que la valeur de 0 soit complètement distincte des autres valeurs et soit strictement inférieure. Bref, mais la question de divisibilité dont on parle, division euclidienne, elle est ici. D'accord? Donc vous voyez que vous avez une écriture qui vous fait vraiment penser à la division euclidienne par exemple sur les antirelatifs ou division euclidienne sur les polynômes, d'accord? Et vous avez cette propriété-là, soit vous avez le reste qui vaut 0, soit vous pouvez évaluer par nu votre reste, mais vous faites en sorte que cette évaluation soit plus petite, stricte, à l'évaluation de B par l'application nu. Donc là, vous pouvez vraiment voir des exemples tout de suite, je vais les donner et je vais les rappeler. Donc si vous prenez Z avec la valeur absolue, bon ça c'est un exemple d'anneau euclidien. Si vous prenez K crochet X, K un corps quelconque, K crochet X avec le degré, ça aussi c'est un anneau euclidien. Bref, et donc l'objectif du jour, ça va être de démontrer que Z crochet est également un anneau euclidien. Donc il y a plein d'autres remarques que j'aimerais dire aussi sur cette définition. Il y en a une assez importante parce que comme je commençais à le dire, il existe différentes façons de définir les anneaux euclidiens et il y en a une autre où on demande un petit peu plus que ce que je viens d'écrire. Parfois, il est demandé à ce que, donc je vais écrire, il peut arriver qu'on demande en plus la chose suivante, donc je vais l'appeler double étoile cette fois. On peut demander à ce que, par exemple, pour n'importe quel A et B des éléments de l'anneau non nuls, on veut que nu de A soit inférieur ou égal à nu de A fois B. Voilà. Donc il peut arriver qu'on demande un tout petit peu plus, donc une espèce de croissance, si je puis dire, de notre application nue par rapport à une question de divisibilité. Donc cette propriété peut être parfois demandée en plus, et donc ce qu'on va appeler stasme, parce que je n'ai pas encore expliqué ce qu'on appelle stasme. Ce qu'on appelle stasme, c'est une application qui va vérifier les deux propriétés. Mais parfois, on peut appeler juste stasme une application qui vérifie la propriété qui est ici. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que c'est si gênant, est-ce que c'est pas si gênant, pardon, plutôt, de se restreindre que à cette hypothèse-là? C'est parce qu'on peut faire en sorte, à partir du moment où on a une application qui vérifie l'étoile ici, on peut faire en sorte qu'on construise une autre application qui vérifie à la fois étoile et double étoile. Et donc, je vais me permettre d'expliquer rapidement comment ça peut marcher, sans faire de preuves. Je vous invite fortement à le faire un peu par vous-même, si vous voulez aller plus loin dans la notion. Mais par exemple, donc, ce qu'on appelle, donc d'ailleurs, si on fait la distinction entre étoile et double étoile, une application nue qui vérifie étoile, ça sera appelé un prestasme. Et une application nue qui vérifie étoile et double étoile, c'est appelé un stasme. Mais ça peut arriver que stasme signifie juste d'avoir étoile. C'est vraiment pas gênant du tout. Bref. Et donc, ce que je voulais dire, c'est justement, à partir du moment où on a un prestasme, alors on a un stasme. Donc, si nu, par exemple, est un
Préstasme, eh bien, on peut définir la chose suivante. On peut définir mu comme étant en fait la valeur minimale sur l'ensemble des valeurs qu'on peut avoir en faisant nu de A. Donc là, ouais, il faut que je prenne une valeur, j'ai oublié de... Donc, mu de A, plutôt, comme étant min des nu de A fois x, avec x appartenant aux éléments de l'anneau non nuls. Donc on peut considérer cette application mu, et cette application mu se trouve être un stasme. Et vous pouvez vous amuser à le vérifier par vous-même. On a toujours la question de divisibilité euclidienne qui vient de la propriété de divisibilité euclidienne venant de nu. Hein. Vous avez la deuxième propriété qui va être satisfaite grâce à cette définition dont vous pouvez vous amuser à vérifier qu'elle existe bien. Vous pouvez vous poser la question d'ailleurs, est-ce que le min que je viens d'écrire existe bien? Mais oui, parce que c'est une partie ici de n, donc les entiers naturels, à toujours, n'importe quelle partie des entiers naturels admet toujours un minimum. Ça fait partie des propriétés qu'on voit en première année de classe préparatoire, par exemple. Bref, donc voilà, c'est pas si difficile. Il y a un petit peu de technique quand même pour le démontrer, mais c'est pas si difficile de vérifier qu'un tel mu est un stasme. Et c'est pour ça que quand on parle d'anneau euclidien, parfois on oublie absolument le fait de parler d'un stasme. Alors que, en fait, pour parler d'un anneau euclidien, il faut un stasme. D'accord? Donc généralement, on dira que A est euclidien si et seulement si A admet un stasme. Admet un stasme nu. Et on pourra dire souvent que l'anneau est euclidien pour le stasme nu. Et donc, vous comprenez peut-être un peu mieux maintenant pourquoi je parle ici pour stasme, l'application qui est ici, parce que ici, je veux être un petit peu plus précis, je ne veux pas avoir une structure d'anneau euclidienne aléatoire, je veux une structure euclidienne donnée par un stasme assez précis ici. Mais à vrai dire, je ne suis pas obligé de vous parler de ce stasme. Je peux vous laisser le soin par vous-même de trouver le stasme. Ce qui n'est en général pas évident du tout de trouver un stasme pour un anneau euclidien. Et ça sera donc l'objet de futurs exercices, car j'aimerais vous parler un petit peu plus de ces questions d'anneau euclidien. Comment on pourrait construire un stasme étant donné un anneau en espérant qu'il soit un anneau euclidien? Comment on pourrait construire un stasme de cet anneau et voir justement qu'on peut construire différents stasmes qui pourraient fonctionner pour un anneau euclidien. Ça va être l'objet de futurs exercices que j'aimerais vous proposer dans ce style-là. Alors, futur exercice par rapport à la date de la sortie de cette vidéo. Donc là, on parle d'exodes qui sont quasiment au numéro double de celui qui est ici. Bref, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bah oui, je pense l'avoir déjà dit, mais cet exercice s'inscrit donc aussi dans la résolution du théorème, donc dans la preuve, pardon, du théorème des entiers de Gauss. Donc là en fait, ça c'est les entiers de Gauss, ce truc-là, ça peut s'appeler l'anneau des entiers de Gauss. Et en fait, on peut démontrer le théorème des deux carrés de Gauss, qui est le fait que certains nombres entiers peuvent s'écrire comme somme de deux carrés sous des questions de congruence modulo 4 qui sont explicitées dans un exercice un petit peu plus tard. Je ne sais plus si c'est l'exode 68 ou 69, mais bref, c'est dans ces eaux-là. Donc je vous remettrai bien sûr en description les numéros d'exercice et les liens pour aller voir ces vidéos si cela vous intéresse. Bien, je pense vraiment avoir dit maintenant l'essentiel. Donc je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est en soi pas un exercice si difficile que ça. Je pense que ce qui est difficile, c'est peut-être de savoir par où commencer. Et je vais vous donner justement la clé pour commencer. Et la clé, ça va être un lemme. Un lemme technique qui, en fait, est un lemme qui peut se généraliser à des cadres de anneaux euclidiens dans lequel on fait intervenir une question de corps de nombre, des corps de nombre et une question de norme. Donc c'est quand même un peu plus général que ça. Vraiment, il y a une méthode très 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 générale qui peut permettre de vérifier que certains anneaux comme ça, donc parmi les corps de nombre, donc là ici le corps de nombre qui serait caché, ça serait les rationnels crochet i.
Ah oui, ça me permet de dire, j'ai oublié de rappeler que la notation crochet i, c'est pas n'importe quoi. Ça veut juste dire que vous devez prendre n'importe quel polynôme à coefficient dans z et l'évaluer en i. C'est ça que ça veut dire avoir z crochet i. Ça veut vraiment pas dire avoir juste a plus ib. C'est vraiment pas que ça. C'est normalement aussi prendre n'importe quelle puissance. Donc vous devez vous amuser à faire plus c i carré, plus d i cube, etc., etc. Mais ici, bien sûr, ça se simplifie énormément puisque vous devriez savoir que i carré, ça fait moins 1, c'est un entier relatif. Donc on est content. Mais si vous écrivez par exemple z crochet racine cube de 2, bah là, ça marche plus. L'écriture qui est de z crochet racine cube de 2, ça serait a plus b racine cube de 2 plus c racine cube de 2 au carré. Donc faites vraiment attention à la notation crochet. Faut vraiment se rendre compte que c'est pas juste normalement dire je vais prendre le premier plus le deuxième fois i, fois l'élément qui est dans le crochet, quoi. C'est pas du tout ça, c'est plus général que ça, c'est une question de polynôme, une question de nombre algébrique. C'est pas du tout ça. Bon, maintenant je reviens donc sur le début de la résolution et le lemme que j'aimerais introduire. Et le lemme va être le suivant. Pour n'importe quel z complexe, il va exister un élément zeta qui va être dans l'anneau des entiers de Gauss, tel que je vais pouvoir m'assurer que la valeur ici de cette norme, on peut appeler ça cette norme, la norme de z moins zeta, eh bien ça va être inférieur strict à 1. Alors voilà le lemme qu'on va démontrer dans un premier temps, et une fois qu'on aura démontré ce lemme, j'affirme qu'on va pouvoir démontrer le résultat d'anneau euclidien en démontrant déjà juste étoile. Puis après, pour démontrer double étoile, si on le voulait, pour aller un peu plus loin, ça sera vraiment pas difficile, étant donné que vous devriez savoir que le module, le calcul de module se comporte bien avec la multiplication. C'est vraiment pas difficile à vérifier. Bref, bien sûr, j'ai oublié de le faire, mais c'est pas très difficile de vérifier que z crochet est un anneau. Il suffit de vérifier que ça marche bien en faisant la soustraction de deux éléments qui est dedans. Vérifier bien sûr que c'est non vide, 0 est dedans, 1 est dedans aussi. Et puis la multiplication de deux éléments dans z crochet est encore dans z crochet grâce au fait que j'ai mentionné tout à l'heure, i carré, ça fait moins 1. Voilà. C'est vraiment pas difficile du tout, et je vous invite à le faire d'abord avant de vous lancer dans la structure d'anneau euclidien. Là, ici, ça, c'est le premier pas pour démontrer le fait que c'est un anneau euclidien. Et une fois que vous avez démontré ce lemme, je pense que vous devrez être capable de démontrer le fait que l'anneau Z crochet est bien un anneau euclidien. Alors, je vous invite à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer ce lemme avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok. Alors là, on est vraiment parti pour la résolution. Et donc, on va démontrer le lemme. Alors, je ne vais pas écrire toute la technicité de calcul qui se cache, mais je vais juste vous faire un dessin et vous expliquer qu'à partir de ce dessin, vous pouvez démontrer ce que vous souhaitiez. Donc, le dessin, ça va être le suivant. En fait, il faut imaginer que Z crochet I, ça donne lieu à un quadrillage de l'ensemble des nombres complexes. Ce quadrillage, il est juste donné par les différents multiples d'entiers relatifs, mais aussi les multiples fois I d'entiers relatifs. Donc en fait, vous allez vous retrouver globalement avec l'image suivante. Donc je peux faire un repère, vous avez ceci. Et puis si j'ai... Alors là, j'ai pas d'autre couleur, mais c'est pas grave. Donc vous allez vous retrouver avec un quadrillage. Bon, je ne suis pas très régulier, mais ça devrait être plus régulier que ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà. Okay. Vous pouvez vraiment voir les éléments qui sont dans Z crochet comme étant les intersections de ce quadrillage. Okay. Donc là, vous avez tous les multiples 1, 2, 3, tous les entiers relatifs, en fait, moins 1, moins 2, moins 3, 0 bien sûr ici. Et puis vous avez i, 2i, 3i, et ici, moins i, etc. Et donc, quand vous prenez un nombre complexe, ça veut dire que vous choisissez un point dans ce plan. Donc, ici, par exemple, on va dire le point, il est ici, z, ok. Et vous pouvez vous amuser à dessiner des cercles de centre chacun des points du quadrillage, là, du carré dans lequel se trouve ce z, et vous amuser à faire un cercle de rayon 1 et de centre le point que vous avez choisi, et vérifier que l'ensemble des cercles que vous allez dessiner va recouvrir totalement le carré.
que vous êtes en train de regarder. Et bon, ça pourrait être une preuve par le dessin de ce résultat. Bien sûr, on ne va pas juste se contenter de ça, on va quand même donner quelques formules, mais je vais vous laisser le soin d'écrire la preuve jusqu'au bout proprement. C'est pas si difficile que ça. Donc là, je vais faire juste un zoom dans ce carré. Donc si je prends ce carré et que je fais un zoom, alors, Z, bah, votre nombre Z s'écrit X plus IY. Et vous pouvez donc expliciter quels sont les différents points qui vont se trouver un peu partout dans ce quadrillage. Et donc, vous pouvez très bien dire, bah, par exemple, ce point, ça va être partie entière de X plus I partie entière de Y. Et à partir de celui-ci, vous pouvez écrire les autres en faisant juste plus 1 dans la partie réelle ou plus 1 dans la partie imaginaire, voire les deux. Donc vraiment, vous pouvez expliciter chacun des points qui se trouvent sur ce quadrillage. Et l'idée globale pour vérifier la propriété qu'on souhaite, alors soit, comme je l'ai dit, vous le voyez avec des cercles, mais bon, c'est vrai que calculatoirement parlant, c'est peut-être pas très simple de faire ça comme ça. Alors une très bonne idée, c'est plutôt de faire un autre découpage en quadrillage, où on va couper par le milieu ce qui se passe ici, et couper par le milieu aussi le carré qui est ici, et du coup dire qu'à chaque fois qu'on va se retrouver dans un de ces sous-petits carrés, on va choisir le nombre, le point le plus proche. Donc ici, pour un point qui se trouve ici, le point le plus proche, ça sera celui-là. Ici, ça sera celui-là. Ici, ça sera celui-là. Et ici, ça sera celui-là. Bien sûr, il y a des endroits où vous avez éventuellement deux choix, mais vous pouvez en imposer un en utilisant la formule de partie entière, par exemple. Okay, et donc bah là, une formule assez explicite qu'on pourrait donner de zeta, si on voulait que tout fonctionne, ça serait la chose suivante, partie entière de x plus 1 demi, parce que le 1 demi vient du fait que j'ai fait un découpage en coupant en deux mon carré, hein, et là ça va être pareil pour la partie imaginaire, plus i, partie entière de y plus 1 demi. Et maintenant que j'ai écrit ça, bah, je vous laisse le soin de vérifier proprement que, en effet, la norme de z moins zeta sera toujours inférieure ou égale à racine de 2 sur 2. Et vous remarquerez que cette valeur est atteinte à partir du moment où vous vous retrouvez en plein centre du carré. Donc en plein centre du carré, c'est la distance maximale que vous pourriez atteindre. Et ce racine de 2 sur 2, bah, il est clairement plus petit que 1. Voilà. Donc je vous laisse le soin de rédiger proprement cette inégalité-là, qui n'est vraiment pas difficile à faire, c'est juste du calcul, vraiment rien de plus. Et puis grâce à cette inégalité, vous allez pouvoir conclure. Je me permets aussi de signaler, et j'ai peut-être oublié de le signaler, mais dans la définition d'un nœud euclidien, vous n'aviez pas nécessairement l'unicité de l'écriture en division euclidienne. Vous devriez peut-être avoir en tête la question d'unicité quand vous travaillez avec des entiers positifs, mais si vous travaillez avec des entiers négatifs, vous pourriez ne pas avoir l'unicité, puisqu'il peut y avoir des questions de nombres inversibles, x1 ou x-1, qui peuvent apparaître dans votre division euclidienne. Et c'est pareil pour les polynômes. Vous pourriez bien faire des divisions par des polynômes, des divisions euclidiennes par des polynômes, et cela pourrait changer à un nombre du corps près, hein, donc c'est-à-dire, quand je dis un nombre du corps, c'est un élément inversible du corps près, vous pourriez très bien réécrire la division euclidienne par rapport à ces nombres dans le corps, quoi. Donc là, ici, bah, c'est un peu pareil. En fait, on n'a pas l'unicité donc de la division euclidienne, puisqu'il peut y avoir des cas de figure. Donc là, notamment, si votre point Z est en plein milieu du carré, et bien là, dans ce cas-là, vous pouvez très bien choisir un des 4 points et la propriété sera satisfaite. Il n'y a aucun problème. Donc, et pareil, si vous prenez un point parmi chacun des éléments du carré, bah pareil, vous pourriez avoir la propriété qui est satisfaite. D'ailleurs, les 4 cercles, si vous vous amusez à les dessiner, là je ne vais pas m'amuser à les dessiner parce que ça va être un peu moche à voir à la fin, mais si vous vous amusez à dessiner les différents cercles que vous pouvez avoir entre chacun des points de rayon 1, vous pourriez constater qu'il y a plein de zones dans lesquelles on peut se retrouver à pouvoir choisir plusieurs points en même temps. Donc vraiment, il n'y a pas du tout une unicité, mais par contre, on est quand même capable de faire de la division euclidienne a priori. Bref, donc on a cette chose-là, on est plutôt content. Hop. Et donc, je viens de démontrer le lemme. Et maintenant, avec le lemme, bah, je peux démontrer la propriété qui était demandée. Donc maintenant, résolution de l'exo. Alors, bah, je vais maintenant me prendre donc soit A et B, pardon, deux éléments de l'anneau avec B différent de 0. Et je peux donc considérer Z comme étant A sur B, puisque B est non nul. Ça va donner un nombre complexe, que je pourrais même préciser être un nombre rationnel
crochet I. Et par conséquent, bah, ce truc-là, vous pouvez appliquer le lemme. Donc vous savez qu'il existe. Alors, zeta dans z crochet I, tel que vous avez n de z moins zeta qui est inférieur à 1 strictement. Et donc, bah, je pense que ça va s'imposer de lui-même. Je vais poser alors Q comme étant ce nombre de zeta, et je vais poser R comme étant A moins B fois Q. Et là, vous pouvez vous amuser à vérifier qu'en effet, la propriété est satisfaite. La propriété étoile est satisfaite pour ce cas-là. Puisque vous pouvez donc alors écrire que A est bien égal à B fois Q plus R, ok, avec Q et R, ce sont bien des éléments de l'anneau, d'accord? C'est zeta, hein, enfin c'est des éléments de l'anneau, donc Z crochet I, c'est vrai que j'ai mis A, mais c'est Z crochet I que je veux mettre ici. Donc ce sont bien des éléments de Z crochet I, on est content. Et de plus, ben, c'est pas très difficile de vérifier si vous faites N de R, vous vous retrouvez avec N de, et vous mettez le A en facteur, donc, non, le B en facteur, pardon, donc vous allez vous retrouver avec B, N de B fois N de Z moins Q, ou Z moins zeta. Et par conséquent, bah, ce Z moins zeta, là, bah, ça va nous donner directement un truc qui est plus petit que 1, donc ça c'est plus strict à N de B. Voilà. Donc si R est non nul, vous avez ça, et puis si R est nul, bon bah c'est terminé, hein, donc vous avez soit R égale 0, ou alors vous avez cette propriété-là qui est satisfaite. Et on a gagné, on a démontré que l'anneau est en fait un anneau euclidien. Si vous n'êtes pas convaincu, en effet, il manquerait peut-être la double étoile, mais la double étoile n'est pas très difficile à vérifier. Je vais quand même l'écrire. Donc si vous faites la double étoile, donc là il faut que je prenne deux éléments non nuls A et B de l'anneau, donc de Z crochet sauf 0. Hop. Et bah, en prenant ces deux éléments-là, bah, je pense que c'est assez clair que si je fais n de A fois B, bah, ça c'est égal à n de A fois n de B. Et bon, bah, ça doit être assez clair que si vous prenez un élément non nul, donc si A est non nul, vous savez que n de A et n de B sont tous deux des nombres qui vont être plus grands ou égal à 1. Donc par conséquent, le produit qui est ici, ça va être des nombres qui vont... Donc l'un des deux est forcément plus grand ou égal à 1, donc par conséquent, je peux écrire que c'est plus grand ou égal à n de A, par exemple. Et voilà, on a réussi à démontrer l'inégalité qui était demandée pour vérifier la double étoile. Et voilà, bah, ceci donc conclut la résolution de l'exercice du jour. Donc voilà, c'est un très joli exercice, je pense, qui vous permet de voir un petit peu à quoi peut ressembler un anneau euclidien un petit peu plus général. Un autre exemple que ce que vous connaissez déjà, Z et K crochet X. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis, bon, bah, il y a des questions, comme je l'ai dit, qu'on pourrait se poser si, en effet, on pourrait construire un autre stasme pour lequel Z crochet resterait un anneau euclidien. Et en fait, oui, il pourrait exister d'autres stasmes, et ça sera l'objet de futurs exercices. Donc, à partir des exercices 122, 123, 124, là, dans ces eaux-là, eh bien, on verra des exercices dans lesquels on va démontrer une condition nécessaire et suffisante pour laquelle on est sûr d'avoir un anneau euclidien. Et grâce à cette condition, on va pouvoir faire une construction d'un stasme un peu particulier pour l'anneau euclidien qu'on voudra regarder. Un stasme qui sera dit minimal. On verra bien dans quel sens cela voudra signifier que c'est minimal. Et bah, cela nous permettra d'avoir un moyen de vérifier si un anneau est euclidien ou pas, voire même un moyen aussi de montrer qu'un anneau n'est pas euclidien. Et donc, ça sera l'objet de futurs exercices qui s'en viendront sur cette chaîne. Mais en attendant, en tout cas, ce point-là est aussi un point de base pour démontrer le théorème des deux carrés, même si généralement, on n'en parle pas explicitement de cette question d'anneau euclidien, mais parfois, dans les sujets d'exercice, vous verrez des preuves qui sont très très proches de ce qu'on vient de faire. Donc, la question là du lemme qu'on vient de démontrer, et en plus de ça, ensuite, la preuve de la résolution, donc cette partie-là, qui me semble assez importante aussi à savoir manipuler ou à savoir faire, ou en tout cas avoir vu au moins une fois, même si bien sûr la question d'anneau euclidien, comme je l'ai déjà dit, n'est pas tout à fait au programme. Je pense que ça peut arriver que dans un sujet concours, on vous propose de manipuler les structures d'anneaux euclidiens sans en avoir vraiment parlé au préalable, ou alors en vous cachant que c'est un anneau euclidien. C'est vraiment pas impossible dans des sujets centrales ou XENS de vous en parler de cette manière-là.
Bon voilà, je pense avoir dit l'essentiel, que ce que j'avais à dire pour cet exercice, pour le réupload de cet exercice. Donc j'espère que ça vous aura plu de redécouvrir cet exercice. Moi en tout cas, ça m'a plu de le refaire. Et puis vraiment, encore une fois, je me permets de le redire. N'hésitez pas, si vous voyez dans d'autres vidéos de la chaîne des bugs techniques, pas que des bugs mathématiques, bien sûr. Les bugs mathématiques, je suis aussi très content de les partager avec vous, en tout cas de savoir qu'elles existent, et d'essayer justement de corriger ça avec une nouvelle vidéo. Mais vraiment, n'hésitez pas non plus, si vous voyez des bugs techniques, de bugs de vidéo, de son ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les dire aussi en commentaire, ça fait plaisir à savoir et ça pourrait me permettre aussi ou me pousser à peut-être faire un réupload de cet exercice juste pour que la vidéo soit en de bonne forme. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vous sont proposées à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!